Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Je vous avoue que j'ai galéré, mais je l'ai enfin reçu ce matin. C'est normalement mon colis de Philibert. Dedans, il doit y avoir la cité d'Ulfsast. Ça a été galère, hein. Les mecs de Philibert, ils m'ont dit qu'ils étaient complètement débordés avec les soldes. Et en plus, comme on n'a pas eu de communication de FFG, puisqu'ils nous ont prévenu jeudi soir dernier que le pack allait être disponible, et bah forcément on le commande à l'arrache jeudi soir, il est jamais, on peut pas le récupérer nous qui sommes au fin fond de la France le vendredi. Donc voilà, je le reçois 6 jours après, c'est pas grave, je vous avoue que j'avais plein d'autres trucs à faire. C'est marrant d'ailleurs, vous pouvez observer là que Philibert, il rigole pas du tout, hein. Ils envoient un carton énorme, parfaitement embulé, juste pour un pack. C'est drôle de voir autant d'emballage. Voilà, donc la cité d'Ulfast, deuxième paquet du cycle 9. Donc je crois que c'est... je me rappelle plus le nom, mais ça doit être marqué derrière. La revanche du Mordor. Voilà, donc j'ai déjà préparé ma vidéo, hein, vous vous en doutez, comme la dernière. Hein, j'ai déjà pas mal bûché les cartes, j'ai passé plusieurs heures sur des sites et même sur mes classeurs pour constater un petit peu qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Bon, ça c'est toujours pareil, on va le balancer juste pour voir, parce que j'ai vu qu'il y avait des ennemis qui étaient ultra vénères. Donc je me demande bien la difficulté du scénario. C'est que difficulté 6, ok. Difficulté 6, ça me paraissait nettement plus ardu que ça. Alors il nous donne des astuces de jeu, hein. Astuces de jeu, carrément, astuces de jeu. Pendant que vous cherchez Ulcor au travers de la cité d'Ulfast, vous devrez prendre soin de ne pas faire repérer par les gardes de la cité les ennemis imposants d'une valeur d'attaque de 9. Alors je sais pas comment ils expliquent ça, hein, mais comment un mec humain peut avoir 9 d'attaque alors qu'un dragon il a 6, 7 ou 8. Donc peut-être que c'est des sens magiques ou de choses comme ça, je ne sais pas. Ça paraît étonnant. Ça paraît très étonnant. Bon allez, nous on va commencer par la revue des cartes, hein, puisque en général c'est ce qui nous intéresse. Hop. Donc, le héros c'est Lautyrelle. Je vous avoue que je vais pas commencer par elle parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire et que en plus j'aurais besoin des autres cartes pour vous dire ce que j'en pense, donc on va le mettre à la fin et on en parlera après. C'est pareil, hop, le contrat, les 3 chasseurs, je vais le mettre juste avant Lautyrelle et j'en parlerai la dernière carte. Allez, on est parti. Alors, première carte, ça s'appelle Angbord l'Intrépide. C'est un allié commandement unique qui a les traits Gondor et guerrier. Il coûte que 2, il a 2 en volonté, 1 en attaque, 0 en défense et 2 points de vie. Et son effet fait que tant que votre niveau de menace est de 40 ou plus, Angbord l'Intrépide gagne plus 2 en attaque et ne s'incline pas pour aller en quête. Alors déjà, il faut dire que des alliés qui ont 2 en volonté en commandement, c'est toujours cool. Parce que même si en commandement on a plein de thunes, il n'y a pas d'alliés qui ont vraiment beaucoup en commandement. Donc c'est vraiment sympa d'avoir 2 en commandement. 2 en volonté en commandement, ça c'est plutôt sympa. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet vaillance, hein, puisqu'on voit que même avec le dernier pack, là, les piliers des rois, on peut vachement vite passer en vaillance. Du coup, c'est plutôt cool qu'ils rajoutent ce type de carte pour jouer en vaillance. Moi, je comprends pas, par contre, pourquoi. Je vais faire le même critique que les cartes du premier paquet, pour toutes les cartes de ce paquet-là. Je comprends pas pourquoi ils ne mettent pas le déclencheur vaillance, quoi. Parce que si jamais ils mettaient le déclencheur vaillance, on pourrait utiliser espoir réanimé pour aller chercher ces cartes. Vous voyez, la carte espoir réanimé. Le problème c'est que tant qu'ils mettent pas le déclencheur vaillance, le mot-clé vaillance, on peut pas utiliser espoir réanimé. C'est pénible. Bon après la carte est super forte, mais alors au début moi je l'ai vu, j'ai dit waouh c'est incroyable, ça tabasse tout et ainsi de suite. Mais je me suis très vite calmé en me disant ouais ok, si t'en mets 3 exemplaires dans ton deck, cet allié, ce qui est pénible c'est que comme il est unique, tu vas pas trop pouvoir le poser plusieurs fois, quoi. Donc ça c'est problématique. Après son effet il est tellement monstrueux que de toute façon si vous jouez en vaillance vous en mettrez au moins 2 exemplaires, hein.
Avoir 2 en volonté et 3 en attaque de base comme ça me paraît vraiment méga fort, surtout qu'avec ces traits, hein, vous pouvez toujours le jouer avec le Prince Imrail. Donc le Prince Imrail, malheureusement, sa capacité, elle ne s'active que pendant la phase de combat. Mais pendant la phase de combat, si vous êtes à plus de 40 de menaces, il a aussi 3 en attaque, hein, cet allié. Donc c'est quand même plutôt fort. Ensuite, comme il a le trait Gondor, vous pouvez aussi aller le chercher avec le soldat du Gondor. Puisque le soldat du Gondor, vous pouvez aller chercher n'importe quel allié Gondor dans les 5 premières cartes du deck et les ajouter à votre main. Et si vous êtes en vaillance, c'est-à-dire à plus de 42 menaces, en plus vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Donc l'avantage c'est que si vous l'avez déjà sur la table et que vous êtes en vaillance avec le soldat du Gondor, vous pouvez absorber les autres exemplaires de votre deck et quelque part ça purifie un peu votre deck, quoi. Voilà, donc ça, bien évidemment, c'est les cartes auxquelles j'ai pensé directement. Il faut bien se rendre compte qu'avec les traits Gondor, on va avoir tendance naturellement à le jouer avec Faramir. Boromir, dès qu'il a une ressource sur lui, il va faire gagner plus 1 en attaque à tous les alliés Gondor, donc du coup lui il passera à 4 en attaque, c'est plutôt sympa, surtout qu'avec commandement visionnaire, il y a exactement le même effet, c'est-à-dire que si jamais il vous reste une ressource sur le héros auquel est attaché cet attachement, tous les personnages Gondor gagnent plus 1 en volonté. Donc dans un deck Gondor, c'est méga fort, il va avoir quand même 3 en volonté, 4 en attaque. Ça paraît énorme. Si jamais vous jouez avec les nouveaux déclencheurs vaillance, là, enfin pas les déclencheurs vaillance, mais le fait d'être à plus de 42 menaces, vous pouvez très vite aller chercher avec les piliers des rois. Donc vous prenez une combinaison de 3 héros qui vous laisse par exemple à 30 de menaces. Moi je vous encourage à faire 30 de menaces. Comme ça au premier tour vous jouez pilier des rois gratuitement. Vous passez à 42 menaces. Et à partir de là, vous pouvez jouer tous les déclencheurs de vos personnages, enfin pas vaillance, mais le fait d'avoir plus de 42 menaces, et en plus au passage vous piochez 4 cartes. Donc moi, ça me paraît être une très bonne carte, hein, qui synergise très bien avec les dernières cartes qu'on a eues dans le premier paquet, là, le Kourou Destructeur. Ça synergise plutôt pas mal avec les cartes du set Gondor. Ça me paraît être une très bonne carte. Moi j'aurais envie de la jouer, surtout que j'ai pas mal de decks où elle pourrait s'intégrer. Le problème c'est que j'aime pas jouer haut en menace, mais c'est vrai que dans mon deck Histoire de Tinuviel, je suis quand même très souvent haut en menace. Ça peut être bonnard d'avoir un allié qui à la fois a 2 en volonté, 3 en attaque, ne serait-ce qu'en 1 ou 2 exemplaires, surtout qu'il y a des mécaniques pour défausser les cartes en excès, notamment avec Kirdan, ou même avec Erestor dans ce deck, donc vous pouvez éliminer les cartes excédentes. Alors le problème c'est, est-ce que je vais avoir la place pour mettre 2 ou 3 exemplaires de Hangboard? Je ne sais pas. Mais je pense quand même que c'est vraiment une très bonne carte, hein. Ça c'est vraiment une très bonne carte, c'est vraiment du bon, quoi. Alors deuxième carte justement, toujours sur ces déclencheurs vaillance, on a ici Guidé par la nécessité. Guidé par la nécessité, c'est un événement commandement qui coûte 3, qui n'a pas de mots-clés, donc vous ne pourrez pas le tutorer, vous ne pourrez pas faire de choses particulières avec. Il est marqué action, chaque joueur dont le niveau de menace est de 40 ou plus redresse tous les personnages qu'il contrôle. Donc toujours la même critique, ça n'a pas le mot-clé vaillance, pas de déclencheur vaillance donc. Par contre, ce qui est vraiment fort, c'est que ça marche sur absolument tous les personnages du jeu. Tous les personnages du jeu. Donc ici c'est bien marqué, chaque joueur dont le niveau de menace est de 40 ou plus. C'est-à-dire que vous jouez ça, si vos camarades à table sont à 42 menaces, ils redressent également tous leurs personnages. C'est une carte qui est vraiment forte, mais il faut jouer à plus de 42 menaces, donc on ressortira les mêmes cartes que je vous ai présentées juste avant, c'est-à-dire que pour accélérer l'utilisation de cette carte, vous pouvez utiliser les piliers des rois. Pour accélérer l'utilisation de ces cartes, vous pouvez utiliser les cartes maudites, hein, les héritiers de Numénor par exemple, qui coûtent 3 en menace, qui vous font gagner 1 de ressources avec chacun de vos personnages. Il y a les héros de l'Anorien... Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est Héros de l'Anorien, là, celui qui fait poser un allié gratuitement, mais qui coûte 2 en menace. Ça va vous permettre de monter assez vite en menace et ainsi de pouvoir activer les capacités à plus de 42 menaces. Donc voilà, moi j'avais noté le plus grand reproche que j'aurais à faire, c'est qu'encore une fois il n'y a pas le déclencheur vaillance. Du coup on ne peut pas utiliser l'espoir réanimé, ni pour diminuer le coût de l'événement, parce que ça ce serait énorme, hein. Première action de espoir ranimé, réduisez de 2 le coût du prochain événement ayant le déclencheur vaillance que vous jouerez durant cette phase.
Mais lui, il n'a pas le déclencheur vaillance, du coup ça ne marche pas. Alors je pense que sinon c'est parce que ça aurait été beaucoup trop fort. Vous jouez cette carte et cette carte, pour une seule ressource, vous dégagez tous les personnages, oui. Mais je trouve que c'est quand même un peu dommage, quoi. Et pareil, on peut pas utiliser l'effet tuteur, hein, ici. Si jamais vous êtes en vaillance, avec l'espoir réanimé, vous pouvez aller chercher dans les 10 premières cartes de votre deck, une carte avec le mot-clé, enfin avec le déclencheur vaillance. C'est dommage. C'est vraiment dommage, je comprends pas pourquoi ils découplent toutes ces cartes là qui ont des très bons effets, dont Hangboard, hein, avec les vraies cartes de vaillance. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Alors du coup, pour essayer de... J'ai réfléchi à comment baisser le coût de trucs, parce que même si en commandement, c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de ressources, je me suis dit, comment je vais faire pour payer 3 ressources, sachant qu'en général, quand tu es à 42 menaces, il faut gérer aussi toutes les menaces du deck de rencontre, donc il faut sortir beaucoup d'alliés, il faut faire des bonnes défenses, il faut pouvoir aller en volonté, parce que bah il y a souvent, étant donné que tu gères le combat, il y a souvent une zone de cheminement assez populeuse, quoi. Donc j'ai carrément pensé au bon repas, quoi. Le problème du bon repas, c'est que ça s'attache que sur un héros hobbit. Et pour aller chercher des hobbits et jouer en vaillance, là on est dans des plans de jeu qui sont très 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 sombres. Très très sombres. À voir, moi je vous avoue que je ne sais pas si je jouerai cette carte directement comme ça, faut voir. Même dans mes decks, hein, où je joue haut en menace, j'ai pas trop envie de jouer ces cartes là. On verra. On verra. Alors, la prochaine carte, c'est le Sentinelle Sylvestre, oui. Donc, c'est un allié connaissance qui a le trait Sylvain. Il coûte 3, il a 1 en volonté, 1 en attaque, 1 en défense et 2 points de vie. Et il a un effet réponse. Après avoir joué la Sentinelle Sylvestre de votre main, choisissez un ennemi ou un lieu en jeu. S'il y a un exemplaire de cet ennemi ou lieu dans la pile de victoire, défaussez la carte choisie. Alors, bon, c'est un Sylvain, donc même s'il coûte 3, on peut jouer Olorien pour le payer que 2. Je suis d'accord. Mais ça reste quand même plutôt cher. Là, l'avantage, c'est qu'il est extrêmement polyvalent. Mais c'est toujours pareil, 1 en défense, vous pourrez jamais défendre avec, encore moins au cycle 9, plus encore que dans tous les autres cycles. Même si vous mettez Celeborn, dans tous les cas, bah au pire il a 2 en volonté, 2 en attaque et 2 en défense, quoi. Vous pourrez jamais défendre avec 2 en défense. Donc dire qu'on fait payer plus cher un allié pour qu'il soit polyvalent, je suis d'accord. Mais polyvalent avec 1 dans une caractéristique, c'est vraiment pourri, quoi. Donc là, l'avantage quand même, c'est que le tour où vous allez sortir, il va avoir 2 en volonté, 2 en attaque, ok, mais pratiquement tous les alliés elfes, ils ont ce genre de caractéristiques, ou des meilleurs même. Hein. Donc ça, déjà, au niveau des caractéristiques, moi je le trouve vraiment pourri. Après, il va falloir débourser 3 ressources en connaissance dans un deck Sylvain, où souvent vous avez Celeborn et Galadriel. Bah vas-y les payer, hein, les 3 ou les 2 ressources en connaissance, ça pique. Hein. Ça pique. Donc, moi, de base, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui bloque, déjà dans les stats de ce personnage. Après, je suis en train de vérifier là, parce que j'ai sorti les gens des arbres, pour savoir si on pouvait le jouer plus facilement. Et il y a bien marqué, mettez cet allié en jeu. Donc on va prendre les 5 premières cartes du deck, on choisit un allié et on le met en jeu. Mais du coup, en fait, on le met en jeu depuis notre pioche. Hein. Et donc là, du coup, étant donné qu'il faut l'avoir joué depuis votre main, on va pas activer sa capacité réponse si on le joue depuis notre deck avec les gens des arbres. Et je crois que c'est un des seuls Sylvains qui a une capacité d'entrée en jeu qui ne se déclenche pas avec les gens des arbres. Donc c'est pratiquement anti-synergique avec le délire des Sylvains, quoi. Donc il y a quand même un très très gros problème. Alors certes vous me direz par contre avec la carte os de Galadrim qu'il y a dans ce deck, là par contre elle va se déclencher puisque vous remontez les cartes dans votre main et vous les reposez. Et comme vous les jouez de votre main pour 0, à ce moment-là vous redéclenchez son effet. Mais il n'y a aucune mécanique dans le deck Sylvain qui met des cartes dans la pile de victoire. Donc son effet vous n'allez jamais le déclencher. Les cartes qui vont dans la pile de victoire, c'est souvent les cartes qui sont uniques, et comme leur nom l'indique, si elles sont uniques, il n'y en a qu'une seule dans le deck de rencontre. Je suis très hésitant, je ne comprends pas exactement à quoi sert cette carte, sauf si dans les paquets suivants, ils vont redynamiser le deck Rociel. Le deck Rociel avec pour objectif de mettre des cartes
qui normalement ne vont pas dans la pile de victoire, mais avec d'autres cartes, ici vous avez ne laissez aucune trace et nul n'en ressortira. Vous pouvez, une fois que vous explorez un lieu ou que vous détruisez un ennemi, à la place de le mettre dans la pile de défausse, vous pouvez le mettre dans la pile de victoire. Le problème, c'est que ça prend énormément de slots. J'ai essayé plusieurs fois de faire des decks Rossiel. Pour vous dire la vraie vérité, c'est mon premier deck, le deck Rossiel. J'ai acheté des cartes en piochant dans toute la collection. Grâce à des sites en ligne, j'ai fabriqué des decks avec toutes les cartes de la collection pour fabriquer un deck Rossiel. Ça a été un échec lamentable. C'est extrêmement dur de jouer ce héros, Rossiel. Parce que c'est très très lent. C'est pas super efficace. Dès que vous tombez sur un ennemi qui vous engage directement, c'est compliqué. La meilleure des combinaisons, c'est de le jouer en secret. Mais le jouer en secret, ça demande énormément de cartes événements. En solo, c'est vraiment excessivement dur de jouer cette mécanique Rossiel. Rajouter encore des cartes qui certes vont en synergie, mais qui sont pas game breaker, quoi. Ça va pas renforcer le deck. Et ça va plutôt l'affaiblir, quoi, avoir encore un truc lent. Alors moi je préfère passer directement par la mécanique hors de la nature, parce que hors de la nature au moins vous piochez 5 cartes et directement vous n'avez pas besoin de d'abord tuer ou explorer la carte pour qu'elle soit dans la pile de victoire. Là vous prenez une carte des 5 premières du deck de rencontre, vous la jetez directement dans la pile de victoire. Surtout que le gros problème avec ce deck là, avec cette mécanique Rossiel de mettre des cartes dans la pile de victoire, c'est qu'il faut une excellente connaissance du jeu. Il faut savoir par exemple que certains ennemis sont présents en 3 exemplaires, que certains lieux sont présents en 2 exemplaires, pour faire vos choix avec les hors de la nature, avec les ne laisser aucune trace, ces trucs là, pour pouvoir les déclencher avec le Sentinelle Sylvestre ou même avec la porte est fermée. C'est cette carte qui annule une carte qui vient d'être piochée du deck de rencontre à partir du moment où il y en a un exemplaire dans la pile de victoire. Mais il faut vraiment une connaissance du jeu extrêmement aboutie. C'est vraiment pas ouvert à tous les joueurs. Cette mécanique, elle est très très compliquée, et en toute franchise, moi je préfère carrément la porte est fermée à Sentinelle Sylvestre, parce que le Sentinelle Sylvestre, il faut certes déjà qu'il y ait la carte dans la pile de victoire, mais en plus, vous devez attendre de pouvoir le jouer. C'est pas évident que vous allez pouvoir le jouer en instant, le Sentinelle Sylvestre. Donc pendant la phase de renforcement, il va falloir le gérer, le lieu, la menace en plus, l'ennemi au moment de la phase d'engagement, et ainsi de suite, parce que lui, vous n'allez pouvoir potentiellement le rejouer que à la phase d'organisation du tour d'après. Là, l'avantage de la portée est fermée, c'est que c'est une réponse. Quand une carte de rencontre est révélée du deck de rencontre, annulez son effet et défaussez-la. S'il y a une carte ayant le même titre dans la pile de victoire. À tout niveau, pour moi, cette carte, elle est meilleure que celle-ci. Donc, j'ai peut-être pas assez dormi, j'ai peut-être pas assez bossé le sujet, mais pour l'instant, je trouve ça plutôt faible. Surtout que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de capacité. On peut pas le déclencher. Je vais virer ces cartes là, ça va nous faire un petit peu de place. Surtout qu'on ne peut pas déclencher son effet en jouant les gens des arbres. C'est ça le problème aussi, c'est que on ne peut pas déclencher son effet en jouant les gens des arbres. Alors vous pouvez redéclencher son effet bien évidemment en utilisant les gens des arbres pour le renvoyer dans votre main et pour pouvoir le rejouer au tour d'après, mais du coup il faudra repayer son coût. Je suis pas sûr que ce soit une excellente carte. Je reste très circonspect sur cette carte. Moi, je suis pas du tout fan. Et pourtant, j'adore les decks Sylvain. C'est des decks que je fais pratiquement depuis le début du jeu. J'en essaye plusieurs versions en permanence. Mais celui-là, je sais même pas si je l'essaierai, quoi. Alors, la carte suivante, c'est Arquelon. Alors Arquelon, c'est un attachement connaissance, donc il n'y en a pas beaucoup des attachements armes en connaissance, donc c'est plutôt sympa que ils en mettent. Ça coûte 2 ressources, donc c'est déjà, ça part plutôt mal, puisque c'est quand même cher, 2 ressources en connaissance pour un attachement. L'avantage c'est que vous pouvez attacher cette carte à un héros connaissance, donc pas à n'importe quel personnage, que les héros connaissance. Ok, d'accord, c'est restreint, donc en plus ça va prendre un des 2 slots de restreint. Le héros attaché gagne à distance, donc le mot-clé à distance, il est bien dans certains scénarios très ponctuels du jeu, mais sinon il ne sert qu'en multi. Étant donné que la majorité des joueurs ne jouent qu'en solo, c'est le genre de cartes qui n'ont pas trop d'intérêt pour les joueurs en solo. Donc, forcément sa capacité réponse va être monstrueuse. Il y a marqué, quand un héros attaché est déclaré comme attaquant contre un ennemi, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main pour infliger des dégâts à cet ennemi, pour chaque carte défaussée par cet effet.
Euh, Quand j'ai lu cette carte, je vous avoue, bon, je l'ai lu en anglais au début, donc je me suis dit, il y a quelque chose que t'as pas compris, quoi. Encore une fois, cette carte, pour moi, elle est vraiment pas très bonne, quoi. Il faut déjà l'attacher à un héros connaissance. Donc les héros connaissances qui sont là pour attaquer, il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Donc tu peux penser par exemple à un Aragorn ou... Mais même Aragorn, quoi, t'auras envie de lui mettre autre chose que ça. Il y a des équipements qui sont bien mieux à mettre à Aragorn que cet arc-long, quoi. Ensuite, le deuxième très très gros problème, c'est qu'il va falloir les piocher, les cartes, pour les jeter. Alors même si c'est la sphère où on pioche, hein, le connaissance, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que tu as envie de piocher 3 cartes pour infliger 3 points de dégâts? Jeter 3 cartes, ça me paraît être un coût très important. Et pourtant, vous savez que j'adore jouer Noldor et que j'aime défausser des cartes, piocher des cartes et ainsi de suite. Moi, ça me paraît vraiment un effet qui est trop léger, quoi. Trop léger. Surtout que malheureusement, maintenant, on est dans le cycle 9. Les ennemis qui ont 3 points de vie et que vous allez pouvoir en un seul coup tuer avec cet effet, ils sont pas nombreux, hein, les ennemis qui ont 3 points de vie. Alors peut-être après dans ce paquet-là en particulier, il y a beaucoup d'ennemis à 3. Mais c'est quand même extrêmement rare, hein. On va regarder par exemple, ici on regarde les ennemis de ce pack-là. Bah lui il a 20 points de vie. Là on a un ennemi, une sentinelle d'Ulfast qui n'est pas très très forte, qui a 3 points de vie. Bon ben voilà, celle-là on va pouvoir la tuer grâce à ça, donc c'est cool. Après lui déjà il a 5 points de vie. Le moindre agent d'Ulcor, là, vous voyez un petit espion de base, il a déjà 4 points de vie, quoi. Moi, ça me paraît trop léger. En plus, ça coûte 2. Je trouve que c'est beaucoup trop cher, quoi. C'est beaucoup trop cher, c'est restreint, il faut défausser plein de cartes. Moi, j'ai pas du tout été emballé par ça, quoi. Je trouve que c'est vraiment une carte de mauvaise qualité. J'aime pas défausser mes cartes juste pour faire un point de dégâts. Alors ça va vachement en combinaison, par exemple, avec cet attachement où vous défaussez des cartes de votre main et vous gagnez plus en volonté, plus en défense. C'est un peu le même délire. Mais sauf que là, il faut déjà défendre votre ennemi. Encore si vous pouviez faire ça dans la zone de cheminement, moi je suis d'accord, là c'est fort, ça va avec la mécanique de je sais plus quel truc, je crois que c'est les rangers qui font ça. C'est les rangers? Ouais, c'est ça, je crois que c'est les rangers. Où tu fais des dégâts dans la zone de cheminement, là je suis d'accord, là c'est fort, mais là c'est un ennemi qui est engagé avec vous au moment où tu l'attaques, quoi, tu fais ça. Donc du coup j'ai pris le problème dans l'autre sens. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas s'en servir pour rentabiliser un héros qu'on est obligé de mettre dans son deck et qui est pourri? Et là, du coup, j'ai pensé à mon deck Hobbit du moment. Parce qu'en ce moment, je joue Bilbon. Et Bilbon, en fait, c'est vrai que dans les 3 quarts des parties, bah, vous êtes bien content de l'avoir parce que d'une, c'est un Hobbit et que de deux, il vous faut piocher 2 cartes. Mais le problème, c'est que le reste du temps, il est nul, Bilbon. Et ben, je me suis dit, si jamais tu mets l'arc long à Bilbon, et ben, de toute façon, comme il te sert ni à défendre, ni à attaquer, ni à aller en quête, et ben, tu engages un ennemi, t'attaques avec Bilbon, il fera 0 dégâts, mais tu t'en fiches parce que tu vas défausser des cartes mortes de ta main pour infliger des points de dégâts. Et pour la même raison, j'ai mis Bombur aussi. Parce que Bombur, bon, c'est un héros qui sert absolument à rien. Vous lui mettez l'arc long, au moins vous pouvez attaquer avec lui pour défausser vos fausses cartes et faire des dégâts. Bon, il faut commencer par jouer Bilbon et Bombur, hein. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui jouons Bilbon et Bombur. Et souvent, on a trouvé un autre effet pour pouvoir s'en servir, quoi. Bon, je reste là aussi très circonspect sur cette carte, hein. D'habitude, vous me connaissez, je suis très très content d'avoir des nouvelles cartes. Mais là, je vous avoue que bon, ces 3 cartes-là, je les trouve vraiment assez moyennes, quoi. Encore heureux, la suite du pack va beaucoup s'améliorer, donc ne vous inquiétez pas, je ne fais pas que râler et que me plaindre. Ici, vous avez la hache de guerre. C'est un attachement tactique. Un attachement tactique qui coûte que 1, donc une seule ressource, c'est pas mal. Il a les traits objets et armes. Il ne peut s'attacher qu'à un personnage tactique, mais cette fois c'est personnage tactique, donc c'est pas forcément que les héros, ça peut être aussi les alliés. Il est restreint. Et ensuite, le personnage attaché gagne +1 en attaque pour chaque attachement avec le mot-clé restreint qu'il possède. Donc déjà, comme ça c'est un attachement restreint, déjà vous le mettez sur votre personnage, de base il gagne +1. Donc ça rentre dans cette veine des attachements tactiques qui font gagner 1 en attaque. L'avantage quand même, c'est que d'habitude les attachements tactiques, il faut une condition spéciale. Avoir le mot-clé à distance, être nain... Là c'est de base. Vous attachez ça, vous avez 1 en attaque et c'est tout. Donc ça c'est plutôt fort. Mais surtout maintenant on est au cycle 9, il faut pas oublier ça, quoi. Et au cycle 9, des attachements restreints on en a beaucoup. Donc les personnages avec lesquels vous allez attaquer, c'est très très sympa de leur mettre plusieurs attachements restreints, sachant que même les montures sont restreintes. Du coup, à partir du moment où vous mettez, par exemple, je sais pas, vous prenez un gars comme Legolas, vous lui mettez hache de guerre, plus en combo lame de fond de combe, bah, il attaque à 5 en ignorant 2 en défense.
vous lui mettez le destrier du roi, hein, avec ça, eh ben, il attaque à 5 et il pourra attaquer 2 fois en se redressant, quoi. Et en plus, au passage, s'il tue des ennemis, il mettra des marqueurs de progression sur la quête en cours. Donc, cette carte, moi déjà, elle me paraissait super forte. En plus, il y a tous les attachements qu'on peut mettre aux alliés maintenant. On peut mettre plusieurs attachements restreints à des alliés, donc éventuellement faire passer l'attaque des alliés à +2, juste avec une seule carte. Ça fait que c'est encore plus fort. Et après, dans ce pack-là, hein, je vais en parler plus tard, hein, mais vous avez ici, hop, ah bah, je l'ai plus. Si, vous avez la quête les 3 chasseurs, hein. Enfin le contrat les 3 chasseurs. Si jamais vous jouez un héros tactique dans cette quête-là, enfin dans ce contrat-là, pardon, vous allez pouvoir mettre 3 attachements restreints. 3 attachements restreints sur un personnage. Ça veut dire qu'avec une carte qui coûte qu'une ressource, vous faites +3 en attaque. C'est méga fort. C'est méga fort, c'est peut-être un des attachements les plus puissants du jeu. Enfin, les attachements qui augmentent l'attaque, c'est pour moi un des plus puissants du jeu, surtout que dans le prochain pack, hein, donc attention, il va y avoir encore des spoilers, donc si ça ne vous intéresse pas, je vous indique au bas de la vidéo à combien de minutes il faut sauter pour ne pas entendre. Mais dans le prochain pack, on va avoir encore un attachement qui s'appelle la ceinture d'or. Et la ceinture d'or, elle coûte 0, ça s'attache à n'importe quel héros. Et le héros, il a droit d'avoir un attachement restreint de plus. Donc cette carte, elle fera +3 en attaque de base, ou +4 si vous jouez les contrats, les 3 chasseurs. +4 en attaque avec un seul attachement, c'est méga fort, quoi. Donc comme je voulais pas terminer avec un excès d'optimisme sur cette carte, je voulais quand même signaler que la problématique c'est que ça ne s'attache qu'aux personnages tactiques. Donc si jamais vous aimez bien comme moi jouer des héros qui ne sont pas tactiques, ça va être problématique, quoi. Il va falloir d'abord, avec un champ, leur donner la sphère tactique. C'est pas un truc qu'on aime bien faire dans les decks où on veut envoyer du gras, on veut faire du combat. En général, on n'aime pas trop perdre du temps à essayer d'aller chercher d'autres sphères. Mais c'est quand même vraiment une excellente carte, quoi. Allez, la carte suivante s'appelle Force et Courage. Donc Force et Courage, c'est un attachement tactique qui coûte 1. Il a le trait maître, donc vous vous doutez bien que ça va fonctionner en synergie avec la mécanique de l'anneau, puisque toutes les cartes maîtres fonctionnent pour l'instant en synergie avec l'anneau. Cet attachement, il ne coûte que 1, et il fait attacher cette carte au héros porteur de l'anneau unique. Donc vous savez que vous serez obligé de mettre l'anneau unique sur un héros, et cette carte sera destinée uniquement à ce héros. Réponse, ah non, pardon, juste avant il y a marqué le héros attaché gagne +1 en attaque. C'est pas mal, mais ça reste un peu léger hein, pour 1, surtout quand on sait que cette carte fait déjà 1. Alors certainement il doit y avoir mieux à faire derrière. Et là on voit en réponse, quand le héros attaché est déclaré comme attaquant, inclinez l'anneau unique et augmentez de 1 votre niveau de menace pour doubler l'attaque imprimée sur le héros attaché. Pour cette attaque uniquement. Donc encore heureux, ils ont rajouté pour cette attaque uniquement. Moi je suis extrêmement inspiré par cette carte, j'ai cherché plein de façons de la jouer. Donc bien évidemment la première chose qu'on fait c'est on va sur le site de e-réception, on regarde les personnages qui ont le plus en attaque, et là de suite on trouve Beorn et on se dit oh là là, si on le met sur Beorn, il attaque à 11. Bon, l'avantage c'est que Beorn ne peut pas avoir d'attachement restreint, ne peut pas avoir d'attachement ou d'attachement restreint, donc il ne peut pas porter ce genre d'attachement. Après si vous pensez au Hunt, genre Sylvebarbe, et le deuxième c'est Vif Sorbier, ils n'ont pas le droit d'avoir d'attachement restreint, donc ils ne peuvent pas porter l'anneau unique, donc ils ne peuvent pas avoir d'attachement maître non plus. Donc ça élimine tous les personnages qui ont 4 ou 5 en attaque. Par contre, sur tous les héros du jeu, hein, puisque cette fois ce n'est pas limité aux héros tactiques, sur tous les héros du jeu, vous pouvez le coller ce truc-là. Et de base, en inclinant l'anneau et en augmentant de haute menace, vous avez déjà 7 en attaque. Hein. 7 en attaque, c'est quand même une bonne attaque, quoi, hein. Vous pouvez coucher beaucoup d'ennemis avec une attaque de ce type-là. Donc moi j'aime beaucoup hein, de toute façon cette mécanique de l'anneau unique, tout simplement parce que je joue toujours très bas en menace et que donc j'arrive à incorporer n'importe quel type de façon de jouer de cet anneau, soit les événements, soit les attachements. J'avais fait un deck avec la force intérieure qui marche vraiment super bien, j'ai couché des scénars qui étaient vraiment solides avec, donc l'avantage de la force intérieure c'est qu'elle est très forte pour défendre, c'est genre vous défendez n'importe quoi avec, et ben ça j'ai envie de dire qu'avec cette carte vous tuez n'importe quoi. Alors, ce qui va en plus toujours, je vais toujours répéter les mêmes choses, mais avec l'anneau unique en plus à la mise en place vous pouvez aller chercher une carte maître.
Donc ça, vous n'êtes même pas obligé de le mettre en 3 en 3 exemplaires dans votre deck, vous pouvez le mettre en un seul exemplaire dans votre deck. Directement, à la mise en place, vous le prenez dans votre main et c'est réglé. Je suis en train de me demander d'ailleurs en voyant ces deux cartes, alors juste je vais prendre une petite minute pour lire ça, mais qu'est-ce qui nous empêche de jouer les deux attachements en même temps? Attacher cette carte au héros avec l'anneau unique, le héros attaché gagne plus en défense. Il n'y a aucun moment il y a marqué qu'on n'a pas le droit de mettre les deux cartes au même personnage. C'est pas interdit ça, on a le droit de le faire. Ouais, donc c'est pas mal. En plus, comme ils sont pas restreints ces trucs-là, quoi, c'est que l'anneau unique qui est restreint. Vous attachez ça à un personnage qui est polyvalent, je sais pas, pensez à Green Beorn ou même Gimli. Gimli qui est très polyvalent. Vous attachez juste l'anneau unique à Gimli et après vous pouvez vous lui mettez ça, c'est fort. Hein. Ouais, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai qu'on peut attacher tous les attachements maîtres, on peut les mettre à celui qui a l'anneau unique. Donc c'est vraiment méga fort, j'adore cette mécanique. Le seul problème bien évidemment c'est qu'il faut gérer sa menace hein, à 45 au lieu de la gérer à 50. Donc moi je vous encourage à jouer les faveurs de Valar, hein, puisque la faveur de Valar elle se déclenche tout le temps. Même si votre valeur éliminatoire elle passe à 45. Donc cet attachement, moi je trouve qu'il est méga fort, j'ai beaucoup envie de le jouer, donc on va voir qu'est-ce que ça donne dans les packs suivants et en fonction de mes opportunités de jeu. Allez, on passe à la carte suivante, c'est un allié Gondor, il s'appelle le Chevalier de Belfalas, c'est un allié énergie qui coûte 2, qui a 1 en volonté, 2 en attaque, 1 en défense et 2 points de vie. Non, il n'a pas 1 en défense, il a 0 en défense et 2 points de vie. Et il est Gondor et guerrier, réponse, quand le chevalier de Belfalas entre en jeu, ramenez dans votre main un allié Gondor de votre pile de défausse. Première chose à dire, là, les stats. Les stats déjà, il n'a pas que 1 point de vie, donc vous n'allez pas le perdre sur un mauvais effet traîtrise là, qui tue les alliés à 1 point de vie, donc ça c'est génial. Ensuite, en énergie, c'est vraiment génial aussi d'avoir des alliés qui pour 2 ont 2 en attaque. Parce que c'est souvent une sphère qui manque d'attaque, on cherche souvent les alliés qui ont 2, qui ont 3 en attaque. Là, c'est vraiment un allié qui est très bon. Moi, je le jouerais même sans sa capacité. Hein. Et après, sa capacité, elle vous permet de faire du card advantage, c'est-à-dire que vous jouez une carte et vous en repêchez une autre. Ça me paraît super fort. Super fort, c'est une carte un peu passe-partout, vous allez récupérer un allié Gondor, c'est fort quoi. C'est vraiment fort, il a le trait guerrier, donc vous pouvez le jouer aussi avec le Prince Imrail. Toujours le Prince Imrail tactique, hein, puisqu'il a le trait guerrier de base, hein, le Prince Imrail tactique, je dis pas une connerie. Juste, je vérifie vite fait, le Prince Imrail tactique, de base il est guerrier, j'en suis sûr, sinon tu le joues avec quoi? Oui, de base il est guerrier, et de base il est Gondor, de toute façon. Donc vous pouvez le sortir pendant votre phase de combat, quand il entre en jeu, vous déclenchez sa capacité, ensuite il va vous faire profiter de son attaque, et après il repart dans le deck. Donc c'est fort. C'est fort tout simplement pour moi, c'est super fort. C'est une super bonne carte, j'ai même pensé à réhabiliter Derufin avec. Parce que bon, Derufin, c'était une carte que je trouvais pourrie. Là, l'avantage quand même, c'est qu'avec lui, vous pouvez au moins récupérer Derufin. Alors ça solutionne pas le fait qu'il faudra toujours payer Derufin et ainsi de suite. Mais regardez, si vous comparez ces deux cartes, elles ont pratiquement les mêmes stats, 1 en volonté, 2 en attaque, 0 et 1 en défense, donc Derufin serait un peu mieux, mais jamais tu défendras avec 1 en défense. Bon, l'avantage de Derufin, c'est qu'il est à distance, quoi. Et le seul truc, c'est que lui, il réduit la menace, quoi. Bon moi pour ces stats je préfère 200 fois le chevalier de Belfalas et on peut trouver plein d'occasions hein, de récupérer des alliés Gondor, c'est super fort, surtout que souvent les decks Gondor c'est des decks dans lesquels on trash beaucoup les alliés, donc c'est cool de pouvoir les récupérer quoi. Ça c'est vraiment une bonne carte, que vous jouiez en Gondor ou que vous jouiez pas en Gondor, je pense que c'est vraiment une superbe carte. Allez, la carte suivante, à mon avis, je vais essayer de faire court, hein, parce que cette carte, moi, je la trouve super forte, quoi. Ça, c'est vraiment de la très bonne carte, la corne de la marche. C'est un attachement énergie qui coûte 1. Il est artefact et objet. On ne peut l'attacher qu'à un héros, Rohan ou à Merry. Donc, vous pouvez l'attacher à Merry l'allié, hein. Puisque c'est un héros Rohan ou à Merry.
Moi ça m'a fait rire de lire ça, mais bon. Après bon, il faut quand même lire les faits pour se rendre compte que sur Mairie, ça va pas être la fête non plus. Donc c'est un attachement restreint, vous pouvez pas, ça va bloquer quand même certains types de jeux. Et il y a marqué réponse, quand un personnage quitte le jeu, si le personnage partage au moins un trait avec le héros auquel est attaché la corne de la marche, vous pouvez piocher une carte. Et ben ça, pour moi, c'est aussi méga fort quand je l'ai lu. De toute façon, moi, vous savez, j'adore piocher des cartes. Quand j'ai lu cette carte, ça m'a fait penser à la lumière elfique, quoi. La lumière elfique, je la casse dans tous les decks. À partir du moment où je peux faire de la défausse avec, par exemple, Arwen, Legolas, Éowyn, je la casse dans tous les decks pour pouvoir repiocher en permanence. Dès que j'ai une ressource, tac, je récupère mes lumières elfiques pour repiocher. Ça m'a fait le même effet, quoi. Je me suis dit, cette carte, je vais la glisser dans des tonnes et des tonnes et des tonnes de decks. Alors vous me direz, on peut pas la glisser dans des tonnes de decks parce que il faut forcément un héros Rohan. Alors déjà, dans l'archétype Rohan, ça marche. Ça, c'est une première chose. Et dans l'archétype Rohan, en plus, vous allez perdre beaucoup d'alliés, puisque c'est la mécanique du Rohan qui vaut ça. Il faut défausser les alliés pour qu'ils aient leurs effets maximum. On pense par exemple à l'escorte d'Edoras, hein, qui va vous rajouter... il rajoute plus 2 en volonté, je crois. Mais le problème, c'est qu'il faut le défausser pour qu'il fasse son effet. Donc l'escorte d'Edoras, par exemple, tac, au moment où vous allez le jouer, il dégage de suite, quoi. Et ben là, vous piochez une carte. Et moi j'ai joué plusieurs fois Rohan, je vous avoue que ce qui m'a toujours beaucoup dérangé en Rohan, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu t'essouffles, quoi, t'as plus de cartes, comme souvent c'est des decks qui sont basés sur les alliés Rohan, et les alliés Rohan, il y en a essentiellement en énergie et en tactique, tu vas vouloir jouer énergie tactique, au bout d'un moment t'es à sec, t'as plus de cartes. Là l'avantage, c'est que tu vas pouvoir repiocher des cartes en perdant tes alliés. Donc ça, c'est déjà méga fort. Et puis après, je me suis dit, tu peux le jouer dans n'importe quel archétype en fait. Si tu joues Gondor, si tu joues Beornid même, enfin n'importe quel deck où tu as un héros qui partage les traits des alliés du deck, tu vas pouvoir le jouer tout simplement en jouant la carte « Je ne suis pas un étranger ». Puisque le personnage auquel il est attaché va gagner le trait Rohan. Donc à partir de là, bah, tu peux rajouter la corne de la marche dans ton deck, et à chaque fois que qu'un allié que tu joueras part, hein, bah à ce moment-là, regardez, pensez au change-pot Beornid, vous le mettez sur Green Beorn, ce truc-là, avec la corne de la marche, au moment où vous sacrifiez votre change-pot Beornid, vous pouvez piocher une carte. Je pense que cette carte, elle est vraiment super forte. Je vais en reparler quand je vais parler de Lothiriel après, parce que j'ai pensé à pas mal de combos. Moi, à mon avis, ça vous permet de jouer vraiment beaucoup de trucs, quoi. Pensez par exemple à... Moi, je pensais à Grima, quoi. Parce que Grima, on le met dans beaucoup de decks pour aller très vite. De base, il est Rohan. Donc de base, il est Rohan. Vous allez pouvoir lui mettre la corne de la marche. Et à partir du moment où vous mettez la corne de la marche, rien ne vous empêche dans un deck, puisque lui, il va vous permettre de réduire les coûts, de rajouter des alliés Rohan, même en dehors de l'archétype Rohan, parce que ça vous fera piocher des cartes et vous pourrez utiliser les effets puissants des Rohan, quoi. Ça me paraît vraiment très intéressant. Ça marche également avec des attaques furtives, avec les cartes renforts. Toutes ces cartes-là, les alliés, ils vont rester juste un tour, mais après, ils vont revenir dans votre main. Mais donc ils quittent le jeu, donc ils vont vous faire piocher une carte. Quand un personnage quitte le jeu, il n'y a pas marqué quand il est détruit. Donc vous jouez ces effets-là sur certains de vos alliés, justement. Vous pouvez jouer les attaques furtives, les renforts, les renvoyer dans votre main, et ainsi de suite. Donc bon, là vous allez me dire, ouais, c'est pas les mêmes sphères, et ainsi de suite. Mais bon, vous savez très bien, enfin ceux qui jouent renfort, ils aiment bien jouer en multisphère quand même. Voilà, donc ça me paraît être une très bonne carte, ça me fait penser à ces cartes les plus puissantes de pioche, hein. Moi ces deux cartes, voilà, le marteau de Aedmi, les anciens Matom, moi je compare vraiment cette carte à ça, c'est un attachement qui fait piocher beaucoup de cartes facilement. Voilà. Moi à partir du moment où je pourrais le rentrer, c'est un peu comme amitié improbable, quoi. Si vous répondez aux conditions, vous le mettez, et si jamais vous répondez pas aux conditions, vous le mettez pas parce que vous voulez pas mettre je ne suis pas un étranger. Donc moi ça c'est une super carte, ça m'inspire beaucoup, j'ai même carrément envie de construire des decks autour de cette carte tellement elle m'inspire de toute façon. Dès que ça me fait piocher des cartes, vous savez que en général je suis suffisamment inspiré pour fabriquer des decks. Alors à partir de là, il nous reste que 3 cartes maintenant, il nous reste Lost des Galadrim, là encore une carte mais vraiment ultra forte pour les decks sylvains. Donc c'est un événement neutre qui coûte 4, qu'on ne peut jouer que pendant la phase d'organisation.
donc ça veut dire pendant la première, non c'est la deuxième phase du jeu, donc la phase où on joue les alliés et tout, il y a marqué ramenez dans votre main chaque allié sylvain que vous contrôlez, ensuite jouez gratuitement chacun de ces alliés de votre main, un à la fois, pardon. Donc typiquement, vous allez redéclencher tous les alliés sylvains que vous avez en jeu. Donc les alliés sylvains, leurs effets ils sont tous très forts. Imaginez en plus une fois qu'ils sont en jeu, bon ben c'est pénible parce que ben on bénéficie plus des effets de Celeborn, mais là déjà avec cette carte, hein, au moment où vous jouez cette carte, je vous rappelle que quand vous jouez Sylvain, c'est pratiquement à tous les coups, vous jouez Celeborn. Donc du coup, quand vous allez jouer cette carte, comme ils reviennent en jeu, ils regagnent tous plus 1 en attaque, plus 1 en volonté, plus 1 en défense. Ils redéclenchent tous leurs effets. Et comme en général avec les Sylvains, on joue aussi Galadriel, en plus, ils vont pas s'incliner pour aller en quête. Donc ça me fait penser à cette carte qui s'appelle les peuples libres. Sauf que les peuples libres, ils coûtent 5. Il faut 9 traits, donc les conditions sont assez galères, quoi. Et là, il y a marqué redresser chaque personnage en jeu jusqu'à la fin de la phase. Chaque personnage gagne plus 1 en volonté. C'est cette carte qu'on construit carrément autour de cette carte, hein, juste pour avoir tous ces personnages redressés après la phase de quête et leur faire gagner un énorme boost en volonté. Et ben là, ça fait exactement pareil. Ça ne coûte que 4 et il n'y a pas besoin de builder autour. Hein. C'est neutre, donc vous pouvez le jouer dans n'importe quel deck Sylvain. C'est méga, méga, méga fort. Surtout qu'une fois que vous l'aurez défaussé, rien ne vous empêche, hein, hop, de jouer une tisseuse des Galadrim pour remélanger l'host des Galadrim dans votre deck de façon à le repiocher très rapidement, par exemple avec des ménestrels des Galadrim, je me rappelle plus si ça s'appelle ménestrel, c'est ménestrel des... Comment il s'appelle? Ménestrel des Galadrim, qui va vous permettre d'aller rechercher dans les 5 premières cartes de votre deck un événement. Et allez, on est reparti, vous le récupérez, au tour d'après vous le rejouez, et tous les tours vous relancez tous les effets de tous vos Sylvains. C'est vraiment fort. Bon, au passage, vous pourrez rejouer la Sentinelle Sylvestre, donc peut-être que ça rend la Sentinelle Sylvestre un peu moins nulle. Je ne sais pas. Voilà, moi ça me paraît être une méga, méga, méga bonne carte. Je vous avoue que j'ai testé déjà 3 decks Sylvain avec, dont un Flash maudit qui fonctionne... vraiment, vraiment très très fort. C'est une carte qui révolutionnait, enfin c'est pas révolutionné parce que le deck Sylvain il a toujours très bien marché, mais je trouve que là c'est vraiment méga fort comme carte, quoi. C'est méga fort, quoi. Donc voilà, quand même, hein, je me suis plaint sur ces 3 cartes là, mais on a quand même 6 cartes, enfin 5 cartes dans le pack qui sont quand même très très bonnes, hein. C'est quand même un très très bon paquet. Et en plus il nous reste le contrat. Alors le contrat, ça s'appelle les 3 chasseurs. La condition, c'est que dans votre deck, vous ne pouvez inclure aucun allié, donc vous ne pourrez jouer que avec des héros. Et après, chacun de ces héros, ils ont droit d'avoir un attachement restreint supplémentaire, donc ça veut dire que vous pouvez jouer avec 3 attachements restreints sur chaque personnage. Si jamais vous jouez la hache de guerre, eh ben, ça fera plus 3 en attaque, hein. Donc ça c'est fort. Et ensuite, à la phase de restauration, donc malheureusement, il faut attendre la fin du tour pour déclencher son effet. Si chacun de vos héros a au moins 2 attachements restreints, vous pouvez retourner cette carte. On retourne la carte. Et à partir de maintenant, on vous dit... mais j'ai oublié de lire une ligne, non? J'ai oublié de lire la ligne. Chacun de vos héros peut avoir un attachement restreint supplémentaire. Et surtout, on réduit le coût du premier attachement restreint qu'on joue à chaque tour sur chaque héros. Ça veut dire tous les attachements... Par exemple, la hache de guerre, elle coûte 1. C'est un attachement restreint. Vous le jouez sur un héros, ça coûte 0. La corne de la marche, c'est un attachement restreint, elle coûte 1, ça coûte 0. Bien que ce serait un peu stupide de jouer la corne de la marche dans un deck sans allié. Mais enfin, pour la vanne, on peut le faire, quoi. C'est les déclencheurs normaux, et après, quand on passe en phase B, il y a marqué que chaque héros peut avoir un attachement restreint supplémentaire et gagne plus en volonté pour chaque attachement restreint sur lui. Donc typiquement, les héros que vous allez envoyer en volonté, vous allez leur mettre 3 attachements restreints dessus, souvent des montures ou des objets comme la pierre de Celebrian qui va augmenter votre volonté. Ils vont gagner 3 en volonté. Imaginez par exemple une Éowyn avec une pierre de Celebrian, avec un Windfall dessus, et je sais pas moi, un grand pas par exemple. Ah non, grand pas, je crois pas que ce soit restreint. Non. Mais n'importe quel autre attachement qui fait augmenter la menace, par exemple la couronne d'argent là qu'on a eu dans le dernier pack, quoi. Et Éowyn, elle a 4 de volonté de base, plus 4 avec la couronne d'argent et la pierre de Celebrian, donc ça fait 8, plus Windfalla, ça fait 9, plus l'effet ici,
ça fait 3 de plus, ça fait 12 en volonté, quoi. Et Owin, elle a 12 en volonté avec ce type de... Et après, il y a une action, vous pouvez incliner cette carte pour soigner de 1 point de dégâts chacun de vos héros. Donc cette carte, elle a l'avantage de tout faire. Et comme je l'avais déjà expliqué dans un précédent deck building, enfin un craft and play, que je vous invite à aller voir, hein, cette carte, elle est vraiment super forte. Elle vous permet de jouer des decks avec seulement 3 héros, même en solo. C'est super fort. Moi j'ai monté 3 decks pour l'instant avec cette configuration. J'en ai monté un avec Elfhelm, Glorfindel et Grimbeorn qui marche vraiment bien, surtout axé sur les montures. Et après il y a un deck qui tourne sur RingsDB à base des 3 enfants d'Elrond, là, comment ils s'appellent, Arwen, Eladan et Elrohir. Parce que l'avantage c'est qu'ils vont tous se redresser les uns les autres. Alors moi ce qui me gêne un petit peu avec cette alliance là, c'est que par exemple Eladan, qui est un personnage qui est vraiment extrêmement fort, on ne peut pas jouer force et courage dessus par exemple. Parce que sur sa carte, il a un de force, il a un en attaque d'imprimé. Du coup, par exemple, force et courage, lui, il n'est pas éligible. Par contre, on pourra pas non plus mettre, si, sur Elrohir, on peut mettre la force intérieure, puisque lui, de toute façon, ça change rien. Mais bon, moi j'ai essayé qu'une seule fois, hein, le deck avec les 3 enfants d'Elrond. Là, moi je préfère vraiment mon deck que je vous ai montré sur le Craft and Play, là, à base d'Éowyn, Legolas et Gimli. Leur deuxième version, hein, celle des Sables de Harad. C'était ultra fort, quoi. Alors le problème c'est que je vous avais promis une vidéo et malheureusement j'ai une malédiction. À chaque fois que je tourne une vidéo avec ce deck là, soit le son marche pas, soit la vidéo débranche au bout de 20 minutes, soit la dernière en date, parce que j'en avais retourné un, il me manquait 12 cartes dans mon deck joueur et je m'en suis même pas rendu compte, et du coup au bout d'un moment j'ai dit je peux pas faire une partie où dans mon deck il y a que 38 cartes, c'est trop abusé, quoi. Donc à chaque fois que j'essaie de tourner une vidéo pour vous présenter ce deck avec les 3 chasseurs, la vidéo rate. Donc j'essaierai quand même de vous le faire, hein, histoire au moins de vous faire voir comment ça tourne, mais ça tourne vraiment super bien, quoi. Voilà. Écoutez, il nous reste la dernière carte du paquet, qui est normalement la première carte, mais je vous avoue que j'ai tellement passé de temps sur cette carte et je vais passer beaucoup de temps à vous l'expliquer aussi, donc je voulais pas la faire en premier, histoire que la première carte dure pas 25 minutes, quoi. Alors cette carte, c'est le héros de ce pack, c'est Lautyrel. Lautyrel, c'est un héros énergie qui coûte 8 en menace, 3 en volonté, 1 en attaque, 1 en défense et 3 points de vie. Elle a les traits Gondor et Noble. Si Éomer est en jeu, Lautyrel gagne le trait Rohan. Réponse, quand Lautyrel s'engage dans la quête, choisissez un allié dans votre main. Si cet allié partage un trait avec elle, mettez-le en jeu, incliné et engagé dans la quête, à la fin de la phase. Si cet allié est toujours en jeu, mélangez-le dans votre deck. La première fois que j'ai lu cette carte, j'ai dit, bof, c'est sympa, hein, des héros avec 3 en volonté pour seulement 8 de menace. En énergie, c'est souvent ce qu'on cherche, hein, on cherche à mettre un héros qui a beaucoup en volonté, donc c'est une carte qui m'a semblé assez forte, mais je voyais pas très bien comment utiliser son effet. Donc j'ai bûché. J'ai bûché fort, et du coup j'ai trouvé beaucoup de combos, parce qu'en fait il y a beaucoup de cartes qui interagissent avec elle. Ses traits de base, c'est Gondor et Noble. Donc du coup j'ai cherché Gondor. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui vont agir avec cette carte, donc je vais pas commencer par Gondor, je vais plutôt commencer par le trait noble, parce que le trait noble, je crois que des alliés qui ont le trait noble, il doit y en avoir 4 ou 5 dans le jeu, et il y en a un, ou plutôt une, avec qui Lautyrel va très bien marcher, c'est Galadriel. Parce que Galadriel, elle a le trait noble, vous allez pouvoir gratuitement la mettre en jeu, elle a 3 en volonté, donc elle sera inclinée dans la quête. À la fin de la phase, vous allez la renvoyer dans votre deck, mais au passage, vous allez faire son effet. Quand vous jouez Galadriel de votre main, cherchez parmi les 5 premières cartes de votre deck un attachement qui coûte 3 ou moins et mettez-le en jeu. Donc là, c'est toujours la fameuse petite problématique, c'est savoir si le fait de le mettre en jeu depuis votre main avec Lautyrel, ça compte comme jouer depuis votre main. Ça, c'est la fameuse petite chose un peu problématique au niveau des règles que moi j'arrive pas bien à comprendre. Il me semble qu'ils l'ont déjà répété à plusieurs reprises. Il me semble que pour jouer une carte, il faut payer son coût. Bon, si jamais c'est pas le cas, avec Galadriel, c'est méga fort, quoi.
C'est méga fort. De toute façon, dans tous les cas, ça vous fait un boost de plus 3 en volonté gratuitement, même si vous ne pouvez pas déclencher son effet. Voilà, donc ça c'est le premier allié avec lequel j'ai pensé à faire interagir l'Otyriel. Et après, bien évidemment, il y a tous les effets des Gondor. Donc bien évidemment, vous avez l'émissaire de Pélargir, hein, l'émissaire de Pélargir qui fait gagner une ressource quand elle arrive en jeu. Et après, elle dégage dans votre deck, mais au passage, vous avez gagné une ressource, quoi. Il y a les chevaliers du Belfast. Les chevaliers du Belfast, c'est ceux de ce pack-là, non? Voilà, chevalier du Belfast, tac, vous le faites entrer en jeu. Quand il entre en jeu, vous récupérez un allié Gondor depuis votre défausse, vous le remettez dans votre main. Il est engagé dans la quête, certes, que pour un en volonté, mais au passage, vous avez récupéré un allié Gondor de votre défausse. Ça marche aussi avec le soldat du Gondor, là, qui vous fait récupérer des Gondor de votre défausse. Je dois l'avoir pas loin, le soldat du Gondor, il est où? Voilà, soldat du Gondor. Bah, lui, quand il arrive en jeu, il vous fait récupérer un allié du début de votre pioche. Donc potentiellement au prochain tour, bah, vous pourrez réutiliser l'effet de l'Otyriel. Alors en général, on cherche des effets beaucoup plus forts en volonté que seulement un en volonté. Donc bah, après, moi j'avais juste pris comme ça au passage, hein, vous prenez l'escorte d'Edoras, ça rajoute plus 4 en volonté. Alors le problème de l'escorte d'Edoras, c'est qu'il faudra la défausser avant. Ah non, celle-là, elle est Rohan, donc d'abord il faut que je vous explique le truc avec Éomer. Et j'avais même pensé à Damrod, puisque Damrod, moi je l'ai jamais joué, je le trouve pourri. L'avantage en fait c'est que vous le mettez en quête, il fonctionne durant toute la phase de quête, et après dans le créneau action avant la fin de la phase de quête, vous pouvez le sacrifier pour diminuer de 1 votre menace pour chaque ennemi engagé avec vous. C'est un effet qui est léger, mais au moins ça nous permet de jouer Damrod alors que normalement bah, on peut jamais le jouer parce qu'il n'est pas très très fort. Voilà, donc déjà ça c'était que les interactions de base avec les nobles et les Gondor. Mais après vous pouvez jouer Éomer avec. Et quand vous jouez Éomer dans votre deck, bah à partir de là maintenant elle gagne le trait Rohan. Et donc vous rajoutez une interaction potentielle avec toutes les cartes Rohan. Donc première chose qu'on pensera à faire dans ce genre de cas, c'est qu'on peut lui attacher le corps de la marche. Et donc avec son effet à la fin de la phase de quête, eh ben, vous allez enlever l'allié du jeu, il va partir dans votre deck, donc ça veut dire qu'il quitte le jeu. Et comme il quitte le jeu, vous pourrez piocher une carte. Et de toute façon, il partage forcément un trait avec l'Otyriel, puisqu'il faut partager un trait avec l'Otyriel pour faire son action. Donc ça combotte merveilleusement bien, et du coup vous allez pouvoir le faire grâce à la présence d'Éomer avec toutes les cartes Rohan. Donc les cartes Rohan, bah, bien évidemment, on a l'escorte d'Edoras qui va vous faire gagner plus 4 en volonté. Vous allez avoir l'éleveuse de Westfold qui vous permet d'aller récupérer un comment ça s'appelle, le nom m'échappe, une monture. Vous pouvez avoir le dompteur de chevaux de Westfold qui vous permet de le sacrifier au lieu de le remettre dans votre deck pour pouvoir redresser un autre héros. C'est soit à vous, soit de vos alliés. Et tout cela, ça vous permet de récupérer des effets en plus de l'effet de l'Otyriel, et en plus vous allez piocher une carte grâce à la corne de la marche. Donc tout ça, c'est méga fort. Au passage, si jamais vous ne voulez pas défausser certains alliés, et ben vous pouvez jouer Gamelin, hein. Donc du coup cet effet-là ou cet effet-là, ça vous permet de le garder en jeu. Donc vous jouez un allié gratuit, quoi, hein, quelque sorte. Hein, puisque quand un allié Rohan devrait quitter le jeu, quand il est défaussé, pardon, inclinez Gamelin pour ramener cet allié dans votre main. Donc au lieu de le perdre, il revient dans votre main, et vous pouvez rejouer l'escorte d'Edoras au prochain tour. Vous pouvez éventuellement redresser tous les tours un héros avec Gamelin. Bon, alors bien évidemment ça vous coûte Gamelin, hein, il faut s'arranger pour jouer Gamelin, mais... Ça, toute cette combo basée sur les Rohan, c'est super fort avec l'Otyriel. Moi j'ai même pensé à Éomound. Éomound, quand Éomound quitte le jeu, redresser tous les personnages Rohan en jeu. Bah, comme il va quitter le jeu à la fin de la phase de quête, vous redressez tous les personnages que vous avez envoyés en quête. Ça me paraît plutôt sympa, hein, toutes ces combos avec Gamelin. Eh ben, vous pouvez éviter de défausser Éomound et du coup vous le renvoyez dans votre main. Tous les tours, en fait, vous pouvez engager tous vos personnages dans la quête, et à la fin de la phase de quête, ils vont tous se redresser grâce à Éomound et Gamelin. C'est des combos qui sont méga fortes, quoi. C'est méga fort, parce qu'en plus de base, Éomer, il fait que quand il y a un allié qui quitte le jeu, il gagne plus 2 en attaque. Donc si vous jouez la version tactique d'Éomer, déjà vous faites gagner le trait Rohan à l'Otyriel, mais en plus, lui, vous faites gagner plus 2 en attaque, il a 5 en attaque. Ça marche vraiment trop bien, c'est une synergie qui est presque trop simple, ou enfin c'est peut-être pas trop fort, parce que moi je pense que les decks Rohan, il manque quand même de pioche, même avec cette carte. Mais il faut voir, hein, c'est fort. Hein. Surtout que tous vos alliés, par exemple, quand ils sont déjà dans la défausse,
Vous pouvez les ramener toujours pareil avec du tuné, puisque quand vous détruisez un ennemi, c'est quoi? C'est quand une attaque. Voilà, inclinez Glucuné pour donner plus de pour cette attaque. Si cette attaque détruit un ennemi, ramenez un ennemi, un allié Rohan depuis votre pile de défausse dans votre main. Donc avec toutes ces combos là, vous pouvez défausser, récupérer des alliés. Grâce à Gamelin et Glucuné, vous pouvez récupérer des alliés qui normalement seraient défaussés. Tout ça, c'est trop fort. Et ça, c'est que les combos de base. C'est que les combos qui sont prévus quand on fabrique un deck avec l'Otirel de base, la corne de la marche, le corps pardon, de la marche, s'attache du moment que vous avez mis un des deux Éomer dans le deck. Donc tout ça, c'était les combos de base. Hein. Ça, c'est que les combos de base. Il y a des combos qui sont pas des combos de base, mais vous allez voir, c'est aussi super fort. Alors les combos qui sont pas de base, du coup, il faudra quand même vous arranger pour donner Rohan hein, si vous voulez faire le corps de la combo avec la corde de la marche. Moi, j'ai cherché du coup à filer tous les traits possibles à l'Otirel. Et les traits possibles qu'on peut donner à l'Otirel, si jamais vous jouez pas Éomer, vous pouvez jouer la carte Je ne suis pas un étranger. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, vous jouez pas Éomer parce que vous avez d'autres héros à jouer. Et vous pouvez jouer toujours pareil, je ne suis pas un étranger, et par-dessus le corps de la marche. Comme ça, vous pouvez quand même utiliser les capacités de l'Otirel avec les Gondor et les nobles, et vous pourrez quand même piocher des cartes avec le corps de la marche. Donc toutes ces cartes qui vont faire gagner des traits, c'est des cartes qu'on va chercher pour jouer avec l'Otirel. Le premier truc que j'ai cherché, moi, c'était essentiellement les Noldor et les Sylvains. Donc de suite, j'ai pensé à mettre Ami des Elfes. Ami des Elfes, vous attachez ça, elle gagne le trait Noldor et Sylvain. Donc à partir de là, vous pouvez jouer tous les Noldor avec l'effet de l'Otirel. Donc il y a les alliés Noldor qui ont des très gros avantages à être joués avec ce type de compétence, c'est bien évidemment Elrond. Parce que Elrond, normalement, il est détruit à la fin du tour. Mais là, l'avantage, c'est qu'il va remonter dans votre main. Donc tous les tours, vous pouvez jouer Elrond, et tous les tours, vous pouvez faire sa capacité d'entrer en jeu, quoi. C'est méga fort, quoi. Alors, pourquoi il faut mettre Ami des Elfes? Parce que Elrond, je sais pas pourquoi il n'a pas le trait noble. Alors, je pense que c'est une erreur, ou peut-être à l'époque, ils n'avaient pas pensé qu'il pourrait faire 2 traits. Mais je vois pas comment Elrond, il ne peut pas avoir le trait noble, quoi. Ça fait partie des Noldor qui ont le plus de noblesse, qui ont le plus de richesse, qui ont le plus de pouvoir. Pourquoi Elrond allié n'a pas le trait noble, alors que d'autres alliés, même Noldor, ont le trait noble, hein, dont Galadriel, par exemple. C'est super bizarre, ça. Vous pouvez aussi jouer Lindir. Lindir d'ailleurs, hein, qui est le suivant de Elrond. Lui, il a le trait. Ah non, il n'a pas le trait noble, je pense. Mais par contre, il a le trait. Noldor, ce qui vous permet, au passage, de faire aussi son effet, hein, qui vous permet de reconstituer votre main. Et après, le dernier auquel j'ai pensé, mais ça c'est vraiment parce que cette carte, je cherche à la jouer avec désespoir, c'est le Ménestrel de fond de combe, qui est vraiment nul. Mais là, l'avantage, c'est que pour une fois, c'est pas mal. Elle a 2 en volonté, donc elle va parfaitement servir à aller en quête. Et en plus, ça vous permet d'aller chercher une carte champ dans votre deck. Donc des cartes champ, il y en a plein qui sont super bien. Mais surtout, dans les decks Rohan, il y a ce champ qui s'appelle Rapide et Solide, qui vous permet, quand un personnage que vous contrôlez attaque et détruit un ennemi, vous inclinez une des armes qu'il contrôle pour pour redresser ce personnage et lui donner plus 2 en attaque à la prochaine attaque. Donc ça combote encore merveilleusement avec Éomer, qui du coup, il aura plein en attaque, hein. Je sais plus, je crois qu'on peut monter à 9 en attaque. 9 en attaque pour cette deuxième attaque, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'était une petite gourmandise cadeau. Si vous voulez jouer les Noldor, vous pouvez. Mais surtout, il y a tous les Sylvains. Si jamais vous faites un deck Sylvain un peu flash, quoi, à base de l'Otirel, et tous les tours vous pourrez jouer un Sylvain gratos avec Ami des Elfes. Grâce à la capacité de Celeborn, tous les Sylvains que vous allez jouer, ils vont gagner plus en volonté, ils vont déclencher leurs effets d'entrée en jeu, ils vont aller en quête, avec plus 1 en quête, et puis derrière, ils vont repartir de votre main. Si vous avez mis encore un truc Rohan, parce que je pense aussi à mettre un Rohan et Homer en 3ème dans cette combo-là, mais bon, on verra ça plus tard. Mais vous pouvez en plus piocher des cartes, quoi. Ça va être super fort. Alors moi j'ai pensé au Ménestrel des Galadrim qui va vous permettre d'aller récupérer un événement dans votre deck en plus de son effet, hein, aussi bien en quête et ainsi de suite. La Messagère des Bois, quand elle arrive en quête,
Elle va avoir 2 en volonté grâce à Celeborn. Elle va mettre des marqueurs de progression sur un lieu dans la zone de cheminement. Vous avez bien évidemment les suivantes des Galadriel qui va vous faire diminuer votre menace. Orafin qui vous fait récupérer un Sylvain dans votre deck. Les guérisseuses des Galadrim qui vous fait soigner des personnages des points de vie sur tous vos personnages Sylvains. Même les tisseuses des Galadrim, elles sont trop fortes parce qu'elles vont vous permettre de recycler votre défausse. Toutes ces cartes-là, ça marche de base juste avec Ami des Elfes sur l'Otirel. C'est méga fort. Ça me paraît méga fort. Alors certes, vous allez me dire c'est alambiqué, c'est tiré par les cheveux, mais ça reste méga fort quoi. Et après bon, il y a tous les autres traits annexes. Alors j'ai pas trouvé de combo avec rôdeur vaillant qui vous donne le trait rôdeur parce que les traits, j'ai l'impression que les rôdeurs ils n'ont pas d'effet particulier d'entrée en jeu ou de sortie de jeu. Pareil avec éclaireur, j'ai pas trouvé vraiment de très très bonnes combos. Mais sachez que ces cartes existent. Hein, vous pouvez essayer avec l'Otirel de partir dans ces traits là. Et après la dernière partie, c'est le trait guerrier avec puissant guerrier, hein, parce que bon, il commençait à être très très tard dans la nuit, je pense qu'il était 4 ou 5 heures du matin. Du coup, je suis allé dans des endroits très très sombres et je me suis dit cette Lotirel elle fait chier parce que comme elle a 3 en volonté, et ben dès qu'on est en bataille ou en comment s'appelle l'autre siège, et ben Lotirel elle sert à rien. Et donc moi ça me saoule de suite. Et ben non, parce que si vous donnez puissant guerrier, Lotirel a le trait guerrier et donc vous pouvez faire son effet avec Beorn. Vous l'envoyez en quête, vous pouvez déclencher son effet, vous mélangez Beorn dans votre deck, c'est exactement de toute façon l'effet de l'Otirel. Et au passage, vous avez rajouté pour 0, 8 en quête du moment qu'elle est bataille. De la même façon, hein, on peut penser à tous les gros tons qui ont le trait guerrier, les soldats d'Erebor qui vont vous faire gagner plus 3 en attaque ou plus 3 en défense, si la quête est bataille ou siège, c'est très fort. Dans les quêtes de siège, vous pouvez mettre des gardiens du gouffre de Helm. Tout ça, c'est gratuit, pareil. C'est Rohan et guerrier. D'ailleurs, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas guerrier. Hein. Cet effet-là, là, j'y pense maintenant, mais à partir du moment où vous avez Éomer dans votre deck, vous pouvez le faire de base, ça. Et de base, de toute façon, elle est les Gondor. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis ça avec... Mais lui, c'est pareil, hein, le gardien de la Tour Blanche. Hop, vous pouvez le mettre en jeu. Donc tout ça, ça vous sert même si vous savez que le scénario va être en bataille ou en siège. Vous pouvez aussi jouer ces combos-là. Donc l'Otirel pour moi c'est vraiment un très 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 bon héros par ses caractéristiques de base, par son effet qui est vraiment méga fort. Je pense qu'avec le deck Sylvain ou même avec Galadriel si on a le droit de le jouer, hein, il faut vraiment que j'arrive à trouver cette règle, j'arrive pas à trouver un endroit, donc mettez-le en commentaire si vous savez où je pourrais lire cette fameuse règle, parce que moi je pense que rien qu'avec Galadriel c'est méga fort ça. Hein. Elle a le trait noble, elle a le trait noble, donc si jamais on a droit avec son effet, hein, puisque... je sais pas si son effet se déclenche, puisque normalement il faut quand vous jouez Galadriel depuis votre main, je sais pas si ça se déclenche ou pas quoi. C'est ça le problème. Choisissez un alien dans votre main, mettez-le en jeu. Je sais pas si mettez-le en jeu et jouer ça marche dans ce jeu, il me semble pas. Mais ce serait vraiment trop beau si ça marchait quoi. Voilà, on arrive au terme de cette revue de cartes là. Ce pack me paraît méga fort, surtout toute cette partie là, les 7 cartes de la fin. Ça donne envie toujours pareil de fabriquer des decks, hein. C'est la force de ce cycle. Hein. Chaque nouveau pack nous donne énormément envie de fabriquer des decks avec. En ce qui concerne le scénario, bah, j'ai vu que ce personnage-là, le garde de la cité, il a 9 en attaque et 20 points de vie. Alors je sais pas exactement dans quel contexte ils peuvent justifier que ce mec-là il soit aussi puissant. Comme on est vraiment avec l'attrait du Mordor et la puissance un peu de Sauron caché, peut-être qu'il y a des effets qui agissent sur lui, mais 9 en attaque pour un humain c'est trop abusé quoi. Même les trolls ils ont pas 9 en attaque. Hein. C'est bizarre, c'est bizarre. Ce mec-là à mon avis, c'est pas un humain normal. Hein. Même si c'est un orientaux, il y a un truc qui est louche avec ce mec là. Voilà, bon les dessins ils sont pas top top, voilà. En général c'est toujours les lieux cités, hop, vous voyez là le jardin du roi qui est plutôt joli comme carte. Marché bondé, ça a l'air joli aussi. Ouais, il y a quelques cartes qui sont plutôt jolies. Je sais pas du tout le thème de ce deck, par contre j'ai vu il y a un truc très intéressant, c'est que là j'ai l'impression qu'il y a une quête annexe. J'adore les quêtes annexes. Alors je sais pas si c'est une quête annexe qui va être mise dans le deck de rencontre au début de la partie et qu'on pourra tirer au pif quoi, ou si c'est ou s'il faut la mettre voilà, la mise en place de l'étape 1A, il y a marqué placer les gardes de la cité dans la zone de cheminement, chaque joueur place un lieu différent dans la zone de cheminement, mélanger le deck rencontre. Donc ça ce sera bien dans le deck rencontre. Sinon dans l'étape 1A, il nous aurait dit de la virer du deck de rencontre.
Bon allez, je vais scanner toutes ces cartes pour préparer les prochaines vidéos, les prochains scénars et pour préparer aussi le montage de cette vidéo tout simplement. Et puis je vous poste ça dès que je peux. J'espère que vous me pardonnerez pour les 6 jours de retard, mais c'est indépendant de ma volonté. Je vous rappelle encore une fois que FFG nous a dit que le deck allait sortir le jeudi pour le vendredi, donc même pas 24 heures avant. Et derrière en plus Philibert ils se sont fait défoncer à cause des soldes et ils ont mis plus de 4 jours à m'envoyer mon pack. Donc j'ai pas pu faire cette vidéo avant, mais vous voyez tout était prêt, j'étais chaud, j'ai préparé correctement mon truc. Donc ça me fait plaisir de vous partager un petit peu mon analyse de ces cartes. Je vous invite, si vous voyez d'autres combos, à les mettre en commentaire ou à me dire s'il y a des trucs pour lesquels vous n'êtes pas d'accord ou des règles qui sont erronées, puisque je joue à beaucoup d'autres jeux et des fois je peux mélanger certaines règles. Il faut m'en excuser. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc je vous laisse là. C'était Xiliox pour le Seigneur des Anneaux et ce magnifique pack qui s'appelle la Cité d'Ulfast. On se retrouve dans assez peu de temps, je l'espère, pour le scénario. Allez, à bientôt.